Merci beaucoup, Claire. Alors, je vais commencer et ensuite laisser la parole à Legrand, bien entendu. Donc, moi, je suis Nathalie Vaillant. Je suis la fondatrice d'une société de conseil qui s'appelle donc Teresa Monroe. On existe depuis à peu près 8 ans maintenant et on est spécialisé dans ce qu'on appelle l'expérience management. Donc, les programmes d'écoute clients, collaborateurs et pour des très bons élèves, dont nous avons un aujourd'hui, l'écoute fournisseur également. Donc là, effectivement, on est sur le triptyque idéal d'écoute et de bon comportement. Donc voilà, et nous, on a la chance, chez Teresa Monroe, c'est vraiment une chance, d'accompagner Stéphanie, Jérôme, Yannick, particulièrement Jérôme en fait, depuis un peu plus de 2 ans pour monter ce beau programme dont ils vont vous parler dans le détail aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Boissou, je suis le responsable du programme Expérience Client pour le groupe Legrand, tout pays, toute marque. Voilà, je suis basé en France au siège social à Limoges. Voilà, en effet, je suis dans le bureau avec Yannick, puisqu'à Limoges, il y a à la fois le siège social du groupe mondial et à la fois la partie France que Stéphanie et Yannick représentent. Avant de laisser la parole justement à mes collègues de la France, on voulait vous rebrosser le tableau de qui est le grand, parce que tout le monde connaît le grand au travers des interrupteurs et des prises de courant, mais ce n'est pas que ça. On est très fiers de ça, hein. On rappelle très souvent que sur Terre, tous les matins, il y a plusieurs milliards, j'insiste hein, sur milliards, de personnes qui se lèvent le matin et qui allument la lumière ou branchent leur machine à café sur des prises Legrand ou allument la lumière avec des interrupteurs Legrand. Donc voilà, on a une position mondiale très forte. Mais qui est Legrand au-delà de ces interrupteurs et des prises de courant? Vous pouvez voir ici, hein, on est une entreprise donc, mondiale qui fait un peu plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Et on est implanté mondialement et présent dans plus de 170 pays, avec 90 pays des filiales structurées autour de divers marques. Legrand, c'est plus de 300 000 produits. Alors, dedans, il y a les prises et les interrupteurs, mais plein d'autres produits. Je vais y revenir juste après, avec un marché accessible colossal et un marché de l'électrification qui existe encore dans plein de pays, hein. On a notre vision très franco-française d'un marché établi, mais il faut avoir en tête que des pays de nouvelles économies sont dans des progressions colossales, voire même sautant des démarches technologiques, allant directement dans certains domaines. Et le grand, notre métier, c'est de fournir des infrastructures électriques et numériques pour les bâtiments. Donc on est vraiment dans les bâtiments, aussi bien résidentiels, chez vous, chez moi, que dans des plus gros bâtiments. Je ne l'ai pas précisé sur la répartition du chiffre d'affaires. Il faut que vous ayez en tête que le grand, c'est à peu près mondialement 40% de chiffre d'affaires dans les maisons et les appartements, mais c'est 40%, même un peu plus, dans les bâtiments tertiaires tels que les bureaux, les hôtels, les commerces, les data centers. C'est un domaine, par exemple, où nous affirmons un leadership mondial dans le monde du data center. Voilà. Donc, tout un tas de produits qui se regroupent au travers des thèmes que vous pouvez voir ici. Le pilotage des installations électriques, qu'elles soient connectées ou pas, hein. Donc, ces derniers temps, il y a quand même une évolution très forte sur les produits connectés, avec, et on va en parler tout à l'heure, une relation directe avec l'utilisateur. Mais c'est aussi la mise à disposition de l'énergie pour votre cafetière, mais aussi pour votre véhicule électrique. Voilà, le grand a cette volonté d'accompagner les changements profonds du monde électrique avec l'arrivée des énergies renouvelables, l'arrivée des véhicules électriques, le monde du data center, je le disais tout à l'heure, où nous avons une position affirmée, mais aussi la distribution audio-vidéo. Je prends souvent le petit exemple là, du bonhomme vert. Tout le monde connaît ce bonhomme vert parce qu'on l'a tous autour de nous vu au moins une fois. Voilà, peu de gens savent que Legrand est le leader de ce type de produit dans le monde entier. Donc, vraiment, beaucoup de produits pour, à la fin, et c'est d'ailleurs, je dis à la fin, mais c'est notre but premier, fournir des expériences aux utilisateurs pour améliorer les vies de nos clients. Alors, nos clients, qui sont-ils? Ils sont vraiment très divers. C'est vous et moi quand on est chez nous, c'est vous et moi quand on est au bureau, quand on est à l'hôtel. Hein,
prend souvent cet exemple de l'expérience dans l'hôtel. Vous êtes couché dans votre chambre d'hôtel, vous voulez éteindre la lumière, vous appuyez 4 fois sur l'interrupteur de droite, il y a toujours de la lumière allumée. Vous appuyez 4 fois sur l'interrupteur de gauche, il y a toujours de la lumière allumée. Mauvaise expérience pour éteindre la lumière dans votre chambre d'hôtel. Ça, c'est notre rôle que l'on va travailler avec des grandes marques d'hôtels comme Accor, Marriott et ainsi de suite. Donc, notre monde va plus loin que l'utilisateur final. Il va avec des investisseurs, mais nos clients traditionnels, notre cœur de clientèle, ce sont des installateurs électriciens et des distributeurs. D'accord? Donc, si je vous donne un chiffre, et Stéphanie et Yannick me corrigent si je dis une bêtise, mais en France, il y a un peu plus d'une 40 000 installateurs électriciens, très souvent des petites structures, mono, bisalariés. Alors évidemment, il y a des géants de l'électricité hein, en France avec des FH, des Bouygues et ainsi de suite, mais c'est très souvent des petites structures. Et je le disais, l'objectif de notre programme, c'est vraiment en interne, chez Legrand, de rassembler toutes les activités qui vont nous permettre d'améliorer les expériences de nos clients, encore une fois, clients avec un S. Alors, ce programme, vous l'avez peut-être vu sur la slide de départ, il s'appelle Best of Us. Alors, je vous demanderai de ne pas le retenir parce que c'est vraiment, on est en toute transparence avec Pépite Café aujourd'hui, avec la marque, mais c'est un nom qu'on utilise uniquement en interne. On n'a pas vocation à communiquer sur le nom de notre programme d'expérience client. Ce programme, il s'appuie sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est la satisfaction de nos clients. Donc la satisfaction de nos clients, ça passe par la mesure, l'analyse, la compréhension de cette satisfaction à des fins de résolution d'irritants clients. Et sur ça, on a mené plein d'actions. Stéphanie va y revenir en accompagnement avec les équipes de Nathalie, hein, avec Teresa Monroe. Donc, Nathalie le rappelait, ça fait depuis 3 ans qu'on travaille avec eux. Et on a, pour ce pilier de la mesure, de l'analyse de la satisfaction client, déployé une plateforme d'écoute mondiale qui est utilisée en France au travers de l'outil Qualtrics et animée par chaque pays localement avec les besoins locaux, avec des très grandes différences de maturité. Donc, un premier pilier qui est autour de cette analyse de la satisfaction client avec le retour vers le détracteur comme vraiment le point d'orgue. C'est ce qu'on veut, revenir vers nos détracteurs et résoudre des irritants. Pour nous, c'est tellement important que les données, les KPI issus de cette mesure de la satisfaction client sont dans notre feuille de route RSE. Nous avons des objectifs, le groupe Legrand, au travers de notre roadmap RSE, pour atteindre un niveau de satisfaction et en plus de couvrir un certain nombre de clients. Le deuxième pilier qui est tout aussi important. Jérôme, Oui, Nathalie. j'ai un point en fait qui est important je pense, nos auditeurs, parce que c'est souvent ce qui peut être un frein. Et c'est important de dire que, en fait, tu as ton CEO qui est derrière ça. Donc, le sponsoring est au plus haut niveau de l'entreprise, la volonté de le faire et de le déployer aussi. Je pense que ça, c'est important que tu le mentionnes et que tu dises, voilà, que c'est la genèse, voilà, la genèse du Oui, tout programme, mais à un peu fait, quand même. Nathalie, tu as raison. Le point de départ de tout ça, c'était la volonté de notre CEO d'avoir une vision consolidée de la satisfaction de nos clients. Alors lui, il le voulait à l'échelle du monde, savoir qu'est-ce que nos clients pensent de nous, quel est leur niveau de satisfaction. Alors ça passe par tout un tas de critères, de mesures, hein. On mesure du NPS, on mesure du CSAT, global, local, sur des points de contact précis. On va en reparler après avec Stéphanie et Yannick. Mais c'est aussi, Nathalie, pour compléter ton commentaire, c'est aussi une approche qui est très pragmatique en local. Mm. Stéphanie, qui anime le programme en France, au quotidien, elle est avec les gens du terrain et ils ont aussi la capacité avec ce programme de mieux connaître les clients, de mieux savoir où agir et comment agir. Donc en fait, c'est vraiment les deux. C'est Ouais. en effet un sponsorship très fort de notre CEO et de notre COMEX d'ailleurs en général, Mm. et pour la France, du patron de la France, hein, qui est présent, si je ne dis pas de bêtises, Stéphanie, à tous les rendez-vous des experts expérience client. Il est toujours présent sur des journées entières, hein, donc c'est vraiment un engagement fort de sa part, mais c'est aussi toutes les équipes qui sont présentes. Mais ça fait un lien d'ailleurs très fort avec le deuxième pilier du programme, qui est la centricité client. Donc c'est très bien de mesurer la satisfaction client et d'en tenir compte, mais est-ce que tout ça percole dans toute l'entreprise?
Est-ce que les gens qui ne sont pas au quotidien en lien avec les clients, que sont les gens à la R&D, les gens de la finance, les gens de la RH, les gens des achats, est-ce qu'ils ont conscience de qui sont nos clients? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont les irritants? Comment au quotidien ils peuvent agir pour améliorer l'expérience client? Parce que vous savez, quelqu'un qui est à la RH ou la finance peut se dire, moi, le client, ce n'est pas mon sujet. Ben, pour nous, ce n'est pas du tout vrai. On veut que tout le monde connaisse les clients. Et donc, dans ce pilier de centricité client qui est bâti autour des personas et des parcours clients, on a un travail de la culture client, de vraiment euh, étaler qui sont nos clients devant les yeux de tous nos collaborateurs. Et là aussi, Stéphanie y reviendra parce qu'on veut faire disparaître ces satanés silos entre les différents départements. Voilà. Donc, tout ça me permet de laisser la parole à Stéphanie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Claire nous les transmettra. On gardera un peu de temps à la fin. Et puis ben, maintenant, Stéphanie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, en effet, comme Jérôme vous l'a expliqué, hein, ce programme s'articule autour de deux piliers. Donc, un programme qui est existant au niveau du groupe. Et moi, en tant que responsable du programme Best of Us pour la France, j'ai la charge d'animer et de déployer cette démarche de manière très pragmatique dans le pays qu'est la France. Et donc, à ce titre-là, je voulais vous montrer plusieurs initiatives qu'on a pu mener depuis 2020, depuis que la France s'est rattachée à ce programme. Alors, premier point, effectivement, un sponsorship très, très fort de notre patron France, hein, qui effectivement est généralement présent au rendez-vous des experts que vous voyez sur cette slide. L'objectif de ce rendez-vous des experts, c'est de réunir autour des initiatives de l'expérience client, de réunir des experts du programme en interne Best of Us et des experts qui sont existants dans chaque périmètre, dans chaque service de l'entreprise. Des experts pour la communication, pour le marketing, pour l'industrie, pour la RH. Donc, j'ai constitué un réseau de 23 experts qui, dans chaque service, vont pouvoir déployer ce programme, pouvoir nous faire remonter des irritants, pouvoir bâtir des ateliers de résolution d'irritants, pouvoir travailler sur les personas. Et ce réseau est très important parce qu'il va permettre de diffuser, et ça rejoint le deuxième pilier dont Jérôme vous a parlé, de diffuser la culture client au sein de l'entreprise. Bon, ça, c'est très important. On se réunit 2 fois par an. L'objectif, c'est de partager, hein, de contribuer au programme d'amélioration de l'expérience client et aussi de découvrir des initiatives qui ont été menées ici et là pour éventuellement les dupliquer ailleurs. Et effectivement, ce que disait Jérôme, c'est l'objectif de ce réseau des experts, c'est vraiment de casser les silos de manière à pouvoir faire profiter une expérience positive qui a été vécue dans un secteur, dans les autres secteurs. Et c'est très important, effectivement. Oui, juste parce que c'est aussi important d'insister là-dessus, parce que souvent, quand on a des champions ou des experts, c'est en plus, en fait, du job que chacun peut avoir au quotidien. Absolument. Donc, si tu peux, voilà, décrire comment ça se passe pour tes experts chez toi, en fait, dans l'organisation de leur travail. Ouais, dans l'organisation, en fait, ils ont effectivement chacun un métier hein, dans notre organisation. Et leur rôle dans le cadre du programme Best of Us, ça va être, dans leur périmètre, de diffuser les actualités du programme Best of Us, de diffuser la bonne parole, la bonne parole, si j'ose dire, de pouvoir diffuser la culture client. Et nous, on les alimente avec des actualités sur le programme, de manière à ce qu'ils puissent faire partager dans leur périmètre les irritants qui ont été traités, les remontées de la voix du client qui sont spécifiques à leur domaine d'activité. Donc voilà, c'est vraiment comment dirais-je, c'est un maillon essentiel pour faire fonctionner le programme localement sur des organisations qui sont très très larges comme les nôtres, où effectivement tous les départements et tous les services n'ont pas la même vision du client. Et par exemple, pour citer un exemple très concret, hier et avant-hier, donc j'étais à Antibes, sur le site de production d'Antibes, et on a fait découvrir au personnel de ce site de production, hein, jusqu'à des opérateurs, des opératrices, des responsables d'ateliers, responsables de la planification industrielle,
ce qu'étaient nos clients et comment on agissait dans le cadre du programme Best of Us pour améliorer l'expérience de nos clients. Donc ça, c'est aussi un point très important, c'est de diffuser cette culture du client tout, dans toute l'entreprise et pas seulement au front office et aux personnes qui sont en relation directe avec les clients. Donc ça, c'est très important d'avoir un réseau d'experts sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise de manière à ce que cette voix du client soit diffusée partout dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Alors, notre programme s'articule, et comme Jérôme vous l'a expliqué autour, tu peux passer la slide d'après, effectivement. Comme vous l'a expliqué Jérôme tout à l'heure, pour diffuser la culture client dans l'entreprise, nous avons réalisé depuis la mise en place de ce programme des personas associés à leur parcours. Donc ça se fait sur la base d'ateliers internes avec des sachants qui connaissent les personas en question. Comme vous l'a dit Jérôme, ce travail est très, très important parce qu'on a des clients divers et variés. On a des installateurs qui installent les produits, on a des distributeurs qui distribuent les produits, on a des prescripteurs qui choisissent nos produits pour leur bâtiment. Comme l'a dit Jérôme, on a des investisseurs, comme par exemple des chaînes d'hôtels, Accor, etc., qui vont avoir des relations avec nous, mais des besoins et des attentes très, très différents en fonction de leur métier. Donc, c'est hyper important de travailler sur ces personas et surtout de diffuser ensuite cette culture dans l'entreprise. Et là, ça va être le rôle des experts, chacun dans leur périmètre, d'utiliser le savoir qu'on a pu emmagasiner sur ces personas et leur parcours pour pouvoir agir très précisément pour chacun de ces clients. Et ce qui est très important, c'est qu'ensuite, ces personas et ces parcours sont complétés par des interviews clients, bien évidemment, hein, puisque la voix du client, c'est ça qui prime aussi dans un programme d'expérience client. Et ces interviews clients nous permettent de mettre en avant des irritants. Et donc, du coup, après, bien évidemment, l'objectif d'un programme d'amélioration de l'expérience client, c'est de trouver des solutions pour résoudre ces irritants. Et donc, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure assez simples, mais qui permettent de comprendre comment s'articule ce processus. Et justement, si tu veux bien passer la slide d'après, Jérôme, en fait, une fois qu'on a identifié les personas, leur parcours, leurs irritants, l'objectif, c'est d'avoir un process d'amélioration continue pour pouvoir résoudre ces irritants. Alors, je ne vais pas vous commenter chaque étape de ce processus d'amélioration continue, mais comme vous l'avez compris, à partir du moment où on détecte un irritant, l'objectif, c'est en interne de réfléchir à comment on pourrait trouver une ou plusieurs solutions qui permettraient de résoudre cet irritant. Dans un premier temps, on design une solution, hein, ça peut être un outil, un process, une modification d'organisation. On va tester la solution auprès de quelques clients. Et une fois que la solution, j'ai envie de dire, rejoint les besoins et les attentes de nos clients, eh bien, on la déploie et on la met en place pour l'ensemble du dispositif. Donc voilà, donc c'est vraiment un process d'amélioration continue. Ce qui est très important, c'est d'avoir bien à l'esprit que c'est un process très pragmatique. En fait, c'est très opérationnel. C'est pas conceptuel, c'est très concret. Et d'ailleurs, je voudrais partager avec vous deux exemples, si tu veux bien passer la slide d'après, Jérôme. Donc, deux exemples de résolution d'irritants. On a travaillé. Si je peux me permettre, Stéphanie, oui, excuse-moi, Jérôme. je t'interromps 2 secondes. Pour que tout le monde ait bien ça en tête, on a parlé de la captation des irritants au travers de l'approche persona de journée map, mais évidemment, on laisse la parole à Yannick après, on capte énormément d'irritants au travers de notre service client et du centre de relations clients, donc ça, Yannick en parlera. On capte de plus en plus d'irritants au travers des enquêtes relationnelles et transactionnelles, donc ça, c'est le fond de la mise en place du programme mondial. On a maintenant une enquête relationnelle tous les ans qui est envoyée à la totalité de nos clients mondiaux donc au mois de septembre, qui nous permet d'avoir une vision globale. Et là, on va déjà capter des irritants très précis. Et puis, nous sommes en train de mettre en place, encore une fois, un accompagnement de chaque pays, des enquêtes transactionnelles sur des moments de vérité du parcours client précis, hein, des outils digitaux, de la formation, des produits, et aussi la voix du client captée dans les centres de service client. C'est le cas en Italie, c'est le cas en France, mais Stéphanie va y revenir. Donc, les irritants, ce n'est pas que Persona de Journée Map, hein, c'est la totalité de nos outils, de la plateforme qui nous permettent de capter tout ça. Absolument.
C'est un ensemble effectivement d'outils et de moyens qui nous permettent voilà, de capter la voix du client. Alors, deux exemples de résolution d'irritants. J'ai essayé de trouver des exemples un peu parlants pour tout le monde, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément notre métier. Donc, premier exemple de résolution d'irritants, quand on a travaillé sur le persona tableautier. Alors, le tableautier, c'est un installateur un peu particulier qui ne fabrique que des tableaux électriques, donc il fait une partie de l'installation électrique, généralement des très gros tableaux d'installation, généralement pour des bâtiments tertiaires ou résidentiels. Et alors, ça paraît rien, mais des fois, le diable se cache dans les détails, vous le savez. Et donc, on a capté un irritant au travers d'interviews qu'on a pu faire dans le cadre de la réalisation du persona, où on ne s'y attendait pas, mais en fait, à peu près 80% des clients qui ont été interrogés nous ont fait remonter un irritant concernant l'emballage de nos produits. C'est-à-dire qu'en fait, dans les cartons qu'on leur envoie, on mettait jusqu'à présent ce qu'on appelle des chips de calage en polystyrène. Donc, polystyrène égale plastique, égale électricité statique. Donc, en gros, ça se met un petit peu partout. Une fois qu'on ouvre le carton, ben, ça se met partout dans l'atelier du tableautier. Et donc, du coup, les clients nous ont dit, mais il faut absolument supprimer ces chips de calage en polystyrène. C'est absolument pénible. Il y en a partout dans l'atelier. Faites quelque chose. Donc, en fait, un agacement lié à un truc, somme toute, assez basique. Mais finalement, ça nous a permis d'identifier que c'était vraiment très irritant pour les clients, parce que bon, voilà, 8 clients sur 10 qui vous en parlent, ça veut bien dire que c'est un vrai irritant. Et donc, du coup, la marque avec laquelle on a travaillé sur cet irritant-là a mis en place une machine qui permet maintenant de recycler des cartons et donc, à la place des chips en polystyrène, de mettre du carton broyé. Alors, en plus, j'ai envie de dire, vertueusement, écologiquement, c'est vertueusement écologique. Et du coup, voilà, on répond à un irritant client tout en amenant une solution qui est plus vertueuse en termes d'écologie. Donc, ça, c'était le premier irritant. Le deuxième irritant, donc, il faut savoir que dans notre business model, on passe essentiellement la commercialisation de nos produits par des distributeurs en matériel électrique, des Yes, des Sonepar, des Rexel, pour ceux qui connaissent les enseignes. Et donc, ces distributeurs, qui sont nos revendeurs de produits, hein, en France en tout cas, eh bien, en fait, ce sont finalement nos ambassadeurs auprès des électriciens. Et donc, c'est important qu'ils soient formés à nos produits. Et quand on a, pareil, identifié un irritant auprès de ce persona, il nous disait, bah voilà, j'ai beaucoup de turnover dans mes équipes commerciales, techniques, et du coup, j'ai besoin de les former très rapidement et dans mon agence. Jusqu'à présent, ce qu'on leur proposait, c'est d'aller se former dans nos centres de formation, donc qui pouvaient se situer à 200 ou 300 kilomètres de chez eux. Mais en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'est quelque chose d'immédiatement réalisable localement sur place. Et donc, du coup, avec les équipes de formation, nos équipes de formation clients, on a réalisé un kit de formation qui peut être déployé localement par nos équipes commerciales. Donc, c'est un kit voilà, où il y a le support, le déroulé pédagogique, les quiz, les produits qui vont bien pour faire les démonstrations de produits. Donc, c'est un kit en fait prêt à l'emploi qu'on a communiqué à nos équipes commerciales pour que quand elles ont ce cas de figure qui se présente, elles puissent répondre immédiatement aux responsables d'agences distributeurs et pouvoir dispenser localement la formation. Donc ça, c'est une réponse très concrète à un irritant qui est fréquent chez les distributeurs, d'autant que aujourd'hui, ils ont énormément de mal à recruter, et notamment des gens spécialisés dans la filière électrique. Donc voilà, donc on leur amène aussi cette connaissance de base sur l'électricité avec la connaissance des fondamentaux des produits Legrand. Voilà deux exemples, hein, un exemple plutôt sur la formation, un autre exemple sur le packaging. Alors bien sûr, on a mené bien d'autres, on a résolu bien d'autres irritants, mais je trouvais que ces deux exemples étaient assez parlants et concrets. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter aussi, Stéphanie, Ouais. ça peut paraître des petits irritants, mais ce dont on s'est rendu compte chez nous en interne, mais aussi, encore une fois, avec l'accompagnement de Teresa Monroe au travers de benchmarks d'autres entreprises, c'est que plus de 80% des irritants des clients sont des petits irritants. Alors, petits à nos yeux, souvent aux équipes projet qui Oui, disent oh, mais ouais, le packaging, on verra ça plus tard. Et finalement, on ne résout jamais le problème. Mais 80% des irritants de nos clients sont ceux que Stéphanie vient de partager. Et donc, si on ne les résout pas tout de suite, en voulant plutôt s'attacher à des problèmes plus structurels,
la refonte complète d'un site web, voilà, des choses beaucoup plus complexes qui vont prendre 2 à 3 ans. La réalité, c'est que les clients, ils se disent, bah, il ne se passe rien. Moi, je remonte des irritants et je ne vois rien qui arrive vers moi. Et donc, il est extrêmement important de faire cette boucle-là, la petite boucle sur des petits irritants, parce que, très souvent, ça ne demande pas beaucoup de choses à mettre en œuvre. C'est le cas du packaging. Ça va très vite et ça permet de rentrer dans un cercle vertueux avec le client qui va se dire, ah ben tiens, quand je témoigne de quelque chose, il se passe quelque chose. Et donc, du coup, ça va aller à l'encontre de ce qui se passe en ce moment où il y a de moins en moins de clients qui disent ce qui ne va pas. Vous savez, il y a vraiment une décroissance très forte. Ça va permettre de remettre le client dans un cercle vertueux de témoignage et va améliorer le taux de réponse des enquêtes transactionnelles et va améliorer la relation avec le client. Donc, résoudre des irritants petits, le mot petit vis-à-vis de nous, voilà, il n'y a pas de petit vis-à-vis du client. Et quand un client a un problème tel que le packaging qui émotionnellement lui charge beaucoup, on se doit de le traiter. Voilà. Et pour insister là-dessus, pour tous les deux, en fait, je vois dans les questions qui mènent, il y a une vraie, et c'est important de le souligner dans des sociétés de grosse taille. Donc, il y a toi, Jérôme, en centrale, qui a charge de partager. C'est-à-dire que ce que Stéphanie fait en local avec tout son réseau d'experts qui sont cross-fonctionnels et qui permettent de travailler. J'ai vu une question sur dire quels sont les services qui sont impliqués, de faire que les silos sont cassés et tout le monde travaille sur un irritant identifié et qui a été qui est vraiment ressorti comme un problème majeur. Toi, tu fais à nouveau ça en fait au niveau plus global, Jérôme, avec effectivement tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de partage qui fait que le problème, et ça arrive chez Yannick au téléphone, ne va pas se reposer 50 fois et effectivement, au bout de la 51e fois, on a la bonne réponse, mais on a juste une réponse, on n'a pas fixé l'irritant. Donc, l'information circule, c'est-à-dire que tout le monde est informé sur le terrain comme sur les autres filiales. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce partage de bonnes pratiques qui permet de gagner du temps à tous les échelons. Donc, on parlait de l'Italie tout à l'heure. L'Italie peut faire quelque chose qui va être utile à Stéphanie, voire à Yannick. Et on en parlera juste après. Et idem, Stéphanie peut faire quelque chose, et notamment sur ce que tu partageais sur ton kit de formation, qui va être ensuite partagé pour permettre à chacun de gagner du temps et de communiquer en retour sur les clients. Parce que c'est ce que tu disais, Jérôme, on remplit tous des questionnaires, on se demande toujours s'il se passe quelque chose ensuite. Donc, quelquefois, on le constate, mais c'est bien de le constater et de savoir que c'est la réponse à une voix qu'on a exprimée. Donc, de faire cette communication retour vers le client. Pour faciliter le partage pour tout le monde, on a mis en place des CX Awards, donc des Customer Experience Awards. Et si je ne me trompe pas, l'année dernière, le service de Yannick ici présent a gagné un award pour le partage d'une bonne pratique. Donc, ce partage de bonnes pratiques, il est très, très, très important et permet en effet, les problèmes résolus dans un pays sont partagés avec d'autres, mais les problèmes résolus dans une partie du pays sont aussi partagés avec d'autres. Stéphanie organise ça avec ses experts. Tu peux peut-être revenir sur qui compose tes experts, parce qu'il y en a certains, ça ne paraît pas évident qu'ils soient présents. Ouais. Alors, qui compose les experts aujourd'hui? En fait, nous, sur le périmètre France, on a plusieurs marques déjà. Donc, on a un représentant de chaque marque dans le réseau des experts, donc des représentants plutôt pour l'instant front office. Ensuite, en complément de ça, on a des experts à la communication, au marketing, au RH, au support, aux ventes, par exemple, toutes les personnes qui s'occupent de la data en l'occurrence. On a des experts dans les pôles industriels, ça c'est très important, on est un fabricant, donc c'est très important d'avoir des représentants au niveau industriel, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc en fait, on a dans ce réseau des experts, à la finance aussi, pardon, j'avais oublié, on a des experts dans chaque service support aux ventes, dans chaque marque commerciale et dans chaque pôle de production industrielle. Donc voilà, donc on a vraiment, en fait, tous les métiers front et back-office qui sont représentés dans ce réseau des experts. Et donc l'objectif, ça a été dit précédemment, mais c'est vraiment de casser des silos et aussi de faire à ce que des fois, sur la résolution d'un irritant, entre guillemets, les experts puissent partager entre eux
J'ai vu passer une question tout à l'heure. Effectivement, quand on cherche à résoudre un irritant, eh ben, on met les experts des services concernés pour trouver une solution, voire on se fait aider aussi par d'autres personnes qu'on considère qui peuvent apporter une réponse à l'irritant concerné. En l'occurrence, sur le module de formation, on a mis à contribution l'expert formation, puisqu'il y a aussi un expert au niveau de l'équipe formation. Alors, très rapidement, des outils à la disposition des experts, ça rejoint le fait de partager cette culture du client et la connaissance des personas. Donc, on a un certain nombre d'outils qui sont à disposition des experts, mais aussi à la disposition de tous les collaborateurs du périmètre France. Donc, les fiches persona et parcours sont à disposition dans le site SharePoint, qui est disponible sur notre intranet. On a ensuite bâti avec le service communication tout un kit de communication autour du programme Best of Us pour que, au final, chacun se sente concerné par l'expérience du client. L'expérience du client, ce n'est pas seulement les fonctions front office qui en ont la charge, c'est toute l'entreprise. Tout le monde travaille pour l'expérience du client. Donc, on a conçu un kit de communication avec des affiches, des vidéos dont ils peuvent se servir pour sensibiliser leurs collaborateurs dans leur périmètre et on les alimente. Donc, Jérôme en a parlé encore, mais Jérôme organise aussi des CX Days qui permettent, entre guillemets, de partager des bonnes pratiques. Eh bien, ces bonnes pratiques au niveau de la France, nous, on les relaye au travers d'actu Best of Us en leur disant, voilà, l'irritant du mois qui a été résolu, les résultats de l'enquête de satisfaction, on travaille sur le persona X, Y ou Z. Et donc, voilà, régulièrement, on les alimente sur les actualités du programme. Donc, ça, c'est important pour faire vivre la démarche au quotidien, localement. Et ça, c'est diffusé par le réseau des experts. Donc, c'est vraiment une courroie de transmission hyper importante. Et enfin, j'en terminerai avec la dernière slide en disant que diffuser la culture dans l'organisation, c'est aussi pas que sur les fonctions qui sont en lien avec le client. Nous, on est un fabricant de matériel électrique. Jérôme vous l'a dit dès le départ. Donc, c'était très important pour nous de déployer cette démarche sur le périmètre industriel. Donc, avec le sponsorship de notre directeur France et du directeur industriel France, on a commencé à déployer la démarche sur les sites industriels. Donc, on a déjà fait des réunions avec plusieurs sites industriels. Et l'objectif maintenant, c'est de déployer un module de découverte de la démarche et de découverte de nos clients sur tous nos sites industriels pour que du manager du site industriel jusqu'à l'opérateur ou à l'opératrice sur la chaîne de production, chacun soit sensibilisé à la culture du client et soit sensible au fait que chacun dans notre métier, on peut agir sur l'expérience du client. Et j'en terminerai là-dessus parce que je crois que mon temps de parole est écoulé. Voilà. Et donc, dans tout ça, il y a un pilier, on n'en a pas beaucoup parlé, mais parce que Yannick va être là pour en parler, il y a un pilier très important, c'est les centres de relations clients qu'on a dans quasiment tous les pays importants et matures du groupe. Et pour la France, Yannick va nous parler un peu de ce qu'il fait et de comment ça s'insère dans ce programme Best of Us. Exactement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc moi, je vais orienter mon discours plutôt sur cette partie service client. Moi, je suis responsable de l'assistance technique qui englobe le service client et qui a d'autres activités. Mais nous, ici, nous sommes à Limoges. Nous sommes des apporteurs de solutions à nos clients professionnels, mais aussi aux particuliers, parce que, évidemment, on ouvre la voie et l'écoute à l'ensemble de la chaîne économique. Donc, on a, comme Jérôme vous l'a expliqué, des distributeurs, des installateurs qui peuvent être des artisans comme des gros nationaux, voire internationaux. Bouygues, par exemple, a un rayonnement international. Et puis, il y a l'utilisateur également qui va, lui, manipuler nos produits, être je dirais, un des premiers observateurs de de la bonne adéquation du produit avec son besoin, du bon fonctionnement du produit également, puisque on va gérer les insatisfactions clients, les insatisfactions produits. Bon, pour vous donner une idée un peu de la volumétrie, en termes de ressources, ici, on a sur le site de Limoges, on a 46 collaborateurs qui travaillent dans le centre de relations clients.
Il y a une dizaine de collaborateurs qui sont plutôt des supports et à peu près 35 collaborateurs qui, eux, ont pour rôle de répondre aux clients. Alors, par le biais du téléphone, bien évidemment, c'est à peu près 70% des contacts se font par téléphone, mais il y a aussi beaucoup de mails, beaucoup, et après, on va dire un petit peu de courrier, et puis quelques questions qui arrivent via les réseaux sociaux et qui sont relayées notamment par notre site legrand.fr. Ces personnels les techniciens, les conseillers clients sont répartis en trois grandes familles, on va dire, puisque, comme Jérôme vous l'a expliqué, on a une variété de produits assez importante. Donc, on a scindé un peu le catalogue en trois parties. Une partie résidentielle, où on va retrouver tout ce qui est appareillage, donc interrupteur, prise de courant, appareillage connecté aussi, puisque là, il y a quand même beaucoup de questionnements sur ces produits-là. Ensuite, il y a une partie plutôt tertiaire et logement collectif, où on va retrouver des produits tels que de l'alarme incendie, du contrôle d'accès, de l'éclairage de sécurité, etc., etc. Et puis, une troisième et dernière équipe qui va plutôt gérer ce qu'on appelle les produits de puissance, c'est-à-dire tout ce qui est disjoncteur, transformateur, et puis aussi tout ce qui est borne de recharge de véhicules électriques, que l'on retrouve et chez le particulier et sur les parkings, souvent des grandes surfaces ou sur la voirie. Voilà, donc ça, ici, on capte à peu près, on a aux alentours de 390 000 contacts à l'année. Alors, quand je dis contact, c'est un téléphone entrant ou mail ou un contact sortant. Donc, on est à peu près à 60% des contacts qui sont entrants, 40% sortants. C'est des réappels clients, c'est des suivis de dossiers. Et on ouvre à peu près 150 000 demandes. Alors, demande, c'est un dossier client, une problématique d'un client. Parce qu'on va gérer évidemment la problématique produit. Et donc, en gérant la problématique produit, évidemment des irritants sur des potentiels dysfonctionnements ou des incompréhensions sur l'utilisation, l'installation du produit. On a vu que ces problématiques-là sont souvent assez sensibles. Je vais prendre le cas d'un électricien qui doit terminer un chantier et qui a un problème, donc il a une pression assez importante. Donc quand il nous appelle, généralement, il n'est pas forcément toujours très, très réceptif et très enjoué. Hein. Enfin, ça, je me doute qu'un grand nombre d'entre vous sont confrontés à ce genre de choses. Donc, nos conseillers clients ont pour mission, évidemment, de les écouter, de les accompagner. Et pour cela, je dirais qu'on ne regarde pas trop le temps qu'ils vont passer. On a des conseillers clients qui vont peut-être résoudre le problème, si c'est une question relativement simple, en 2-3 minutes, 5 minutes. Mais il y en a des fois, lorsqu'on est sur de l'assistance à la mise en service de systèmes connectés, eh bien, il peut y passer une demi-heure, 1 heure, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave, vous allez me dire, oui, mais le flux qui arrive, c'est important. Comment on va gérer ça? Alors, ce que l'on a mis en place, c'est qu'on a une quatrième équipe qui est en banlieue de Limoges. On a une quatrième équipe qui, elle, va gérer tout ce qui est débordement. Donc, lorsque nos conseillers clients vont être soit tous occupés au téléphone ou soit en pause, ça arrive aussi, ou sur d'autres activités comme gérer les écrits, envoyer un produit, la formation, etc., etc., eh bien, les appels, si au bout d'une minute, on n'a pas répondu, nous, ici, ça bascule sur une équipe où là, il y a une vingtaine de personnes qui sont là pour prendre ces appels-là. Et généralement, en moins d'une minute, eux ont pu décrocher. Et eux,
en contrepartie, ont plutôt un objectif d'avoir un appel court, c'est-à-dire qu'ils sont soit ils sont à même de pouvoir répondre sur des questions simples, ou soit ils vont organiser un réappel du client. Alors, il y a 3 types de réappels, hein, 3 degrés d'urgence. Il y a l'appel extrêmement urgent parce que l'appelant est devant cette problématique et il attend une solution de notre part. Donc là, c'est un appel urgent. Après, il y a un appel sous une heure, un réappel sous une heure, pardon, ou alors un rappel avec rendez-vous. Voilà. Donc, tout ça, on va collecter toutes ces informations. Toutes ces informations, on va même les classer, puisqu'on a ce qu'on appelle, on va enregistrer une insatisfaction client, et cette insatisfaction, on va lui donner un niveau de sévérité, de gravité. On a mis des couleurs, donc jaune, orange, rouge. Alors là, quand c'est rouge, c'est tout le monde est sur le pont. C'est une information qui, allez, on va dire dans l'heure ou l'heure et demie, arrive jusque sur le bureau du PDG. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Donc, on déclenche des processus pour gérer, traiter cette insatisfaction grave. Bon, il faut savoir quand même qu'on gère des produits d'installation électrique. L'électricité, c'est quelque chose de dangereux. On a des produits qui sont à destination du grand public, donc on se doit d'être irréprochable en termes de sécurité. Et pour nous, c'est un point extrêmement important. C'est dès qu'on détecte un risque potentiel pour la sécurité des biens ou des personnes, c'est immédiatement dans les plus hautes instances que ça part. Et vite, on réagit. On peut prendre des décisions jusqu'à organiser un rappel de marché. Et là, c'est encore une autre partie de mes équipes qui gère ce genre de choses. Donc voilà, et toutes ces classifications, ces enregistrements, on les a dans une base, dans un outil CRM, et on vient analyser, j'ai une partie des équipes qui analyse en permanence. Évidemment, les cas rouges, orange, c'est plus facile à détecter, mais ce qu'on aime bien, nous, ce que je parle souvent du bruit de fond, c'est-à-dire voilà, la petite insatisfaction qui n'est pas très grave, mais qui, répétée au quotidien, etc., sont les prémices. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nos outils de production ou dans notre façon de vendre ou dans nos supports, etc., qui ne va pas très bien. Et on va analyser ces choses-là juste pour aller mettre en place des actions correctives. Donc, tout remonte vers les unités de production. On remonte cette parole-là, en fin de compte, ces irritants importants, clients, mais plutôt produits, orientés produits, on le remonte jusque aux unités de production, évidemment à la direction générale, puisqu'on a des revues sur les réclamations clients. Et puis, évidemment, il y a un suivi sur tous les process qualité. On a une action corrective. Après, on s'assure que l'action corrective est correctement mise en place et qu'elle a un effet positif sur l'irritant client. Et dernier point, je finirai là-dessus parce que je peux en parler encore longtemps. Il y a tellement de choses à dire. À chaque fois que nous fermons une demande client, systématiquement et automatiquement, il y a une enquête de satisfaction qui part vers le client. C'est-à-dire qu'on va lui poser 5 questions c'est ce qui va nous permettre de mesurer notre CSAT et notre NPS, hein, donc la qualité de service, la satisfaction du client et puis le taux de recommandation de la marque suite au contact qu'ils ont pu avoir avec le service client. Voilà, donc juste pour vous dire qu'on a sur 150 000 demandes enregistrées par an, on a un taux de retour de ces enquêtes de satisfaction de 10%, on peut prendre un retour de 15 000, ce qui nous donne une vision assez correcte de la situation. On peut peut-être rajouter, Yannick, tu sais, tu as parlé des signaux faibles dans les demandes qui arrivent. On peut rajouter qu'en collaboration avec Teresa Monroe, on est en train de mener une expérimentation avec l'intelligence artificielle
pour justement pouvoir capter ces signaux faibles. Alors, c'est en pleine expérimentation, donc on ne va pas vous en dire plus que ça, mais en tout cas, avec l'aide de l'outil Qualtrics dans lequel est implémenté un module d'intelligence artificielle, ça va nous permettre d'identifier cette petite musique de fond dont tu parles, Yannick, Oui, qui oui. pourra peut-être nous permettre de plusieurs petits sujets qui arrivent comme ça, de les identifier pour justement voilà, finalement s'en rendre compte avant que ça devienne un peu plus gros et un peu plus problématique. Voilà, et on est pour ça accompagné par les équipes de Teresa Monroe, et donc avec tes équipes, Yannick, on est en train de mettre en place les outils qui nous permettront d'identifier ces signaux faibles. Tout à fait. Et si je peux compléter, je vais rebondir parce qu'il y a une question qui revient plusieurs fois, c'est comment on gère nos priorités. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'irritants, vous vous en doutez, et surtout quand on vous dit depuis tout à l'heure qu'il ne faut pas négliger les petits irritants. Alors, il y a plusieurs manières de prioriser. La première, c'est est-ce que c'est un sujet stratégique? Donc, soit parce que c'est des produits stratégiques pour nous, Yannick en parlait. Si vous avez l'éclipse dans la prise de courant, vous savez, l'éclipse, c'est ce qui évite que les enfants mettent leurs doigts dans la prise. Si on a ne serait-ce que un petit signal faible là-dessus, ça ne met pas 2 secondes, c'est hyper stratégique. Vous vous doutez que si c'est le disjoncteur de tête d'un data center pour Amazon ou pour l'hôpital mère et enfant d'une ville, c'est du top prioritaire. Voilà. Donc, il y a des critères stratégiques et de sécurité. Mais ce qu'on utilise de plus en plus maintenant pour prioriser, nous avons mis en place aussi avec l'aide des équipes Teresa Monroe une démarche d'ailleurs qui est la démarche de Teresa Monroe qui s'appelle VOCE, Voice of Customer Through Employee. Donc je ne vous détaillerai pas toute la démarche. Si vous voulez en savoir plus, contactez Nathalie et ses équipes. Mais en fait, c'est une démarche qui nous permet de mesurer l'empathie client que nous avons en interne. Donc en fait, on va on a un questionnaire qui est posé à tous nos collaborateurs. Et les réponses à ce questionnaire vont être mises en face de ce que répondent les clients. Et ça va nous permettre de voir sur quel sujet, sur quel moment du parcours client, nous avons des écarts. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que souvent, là où on a des écarts, c'est là où les clients disent qu'on n'est pas forcément au niveau attendu. Et ça va nous aider à prioriser parce que si jamais les clients nous disent, attends, on n'est pas très satisfait de ça, ou il y a du signal faible là-dessus, et qu'en même temps, en interne, on se dit, oh ben non, tout va bien, ça a l'air plutôt... Là, ça veut dire qu'on a un vrai sujet à travailler. Et donc, ces outils de mesure de l'empathie, de la bonne prise de connaissances en interne, sont des sujets très, très importants. Et puis, le dernier méthode, c'est ce que Stéphanie et Yannick viennent de dire. Je suis complètement en ligne avec Yannick sur cette écoute de bruit de fond. Je vais vous donner un exemple. Quand on mesure la satisfaction de nos clients autour de nos packaging, on a un très bon CSAT. On a un très bon score, voilà, qui est supérieur à plus de 80. Je ne vous dirai pas exactement combien, mais même plus, beaucoup plus que ça d'ailleurs en France. Quand on écoute ce que les clients nous disent et qu'on lit les verbatims sur les packaging, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, un client qui répond à une enquête relationnelle, qui va dire oh, monsieur Legrand, ouais, je suis content, packaging, super, la boîte rouge et blanche, tout va bien, blablabla. Paf, un bon CSAT. Quand par contre il s'exprime, il va dire trop de packaging, les petits bulles plastiques, trop de plastique dans vos packaging. Et là, en fait, ça, c'est du signal faible. Et c'est du signal faible avec le temps où on a remarqué qu'on a une disruption, on va passer sur des clients qui sont plutôt promoteurs, voire passifs, d'un seul coup, ils vont disrupter en détracteurs. Et donc, c'est extrêmement important de collecter. Et vous avez compris que quand on parle de milliers de verbatims, de milliers de retours, le seul humain n'est pas capable de tout consolider. Et c'est là où les expérimentations, Stéphanie parlait de ce que fait la France, l'Italie fait exactement la même chose. Avoir cette voix du client concentrée grâce à la plateforme Qualtrics, d'être capable de faire de l'analyse sémantique, de l'analyse émotionnelle, va vraiment nous aider dans la priorisation. Donc voilà, priorisation liée à la stratégie de l'entreprise, la sécurité, des personas stratégiques. Évidemment, on va plutôt agir sur des irritants qui traitent les distributeurs et installateurs électriciens parce que c'est notre cœur de métier. Pas que les architectes ne nous intéressent pas, mais
voilà, une fois qu'on aura réglé les premiers, on va s'intéresser à ceux des architectes. Alors, sauf si le sujet, hein, si on est en train de parler du nouveau interrupteur qui est en train d'être installé à l'hôtel Lutetia ou au Ritz, s'il y a un problème, il va falloir qu'on agisse assez rapidement parce que l'image va être très importante. Il va falloir qu'on cajole l'architecte et ainsi de suite. Mais voilà, stratégique. Et puis après, il y a ce fameux est-ce qu'en interne, on a la bonne vision de ce qui se passe et le gap va nous aider à traiter le sujet ou pas, le prioriser ou pas, pardon. Il y a ça, il y a la corrélation aussi, en fait, qui permet, pareil, hein, on dit toujours que les outils font pas tout, loin de là, mais les outils aident à y voir plus clair et aident beaucoup dans cette priorisation. Donc, pour les signaux faibles, tu en as parlé, et sur que ce soit les enquêtes relationnelles ou les enquêtes transactionnelles, c'est vraiment de faire cette corrélation. Donc, c'est effectivement des graphes que produit la plateforme qui permet de voir ce qui est le plus impactant. Donc, qu'est-ce qui, quand on fait du profiling, en fait, qu'est-ce qui crée un promoteur et qu'est-ce qui crée un détracteur. Et généralement, c'est les mêmes points, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, ça fait quelqu'un qui est super content, et quand ça se passe mal, à l'inverse, ça en fait un détracteur. Donc, de voir effectivement qu'est-ce qui est le plus corrélé. Ensuite, de faire ce partage de bonnes pratiques en premier lieu pour voir si c'est un problème qui peut se passer ailleurs, et donc pas réinventer la roue systématiquement. Et ensuite, mettre les plans d'action, ce que vous faites très bien, en place rapidement. Et j'ai vu passer sur le rappel des détracteurs. Tu peux peut-être effectivement, enfin tous les deux, vous pouvez en parler parce que vous avez des process qui sont tous là, clairement définis sur ce rappel de détracteurs pour pas laisser un client insatisfait en l'air. C'est ça. Dès que dans nos enquêtes de satisfaction, un détracteur est identifié, on le supprime de nos bases, comme ça il n'existe. Non, je plaisante. On le rappelle systématiquement pour essayer d'approfondir, de comprendre pourquoi il nous a mis une mauvaise note. Ça peut être soit le technicien ou la technicienne qu'il a eu au téléphone qui peut-être n'a pas compris sa question, il y a eu une incompréhension, ou alors c'est une problématique sur un produit où on n'a pas pu lui apporter la solution qu'il attendait, parce que des fois on ne l'a pas. c'est tout simplement ça. Donc on essaye systématiquement, on le fait systématiquement, on rappelle, de façon à bien comprendre cette problématique et puis peut-être proposer une autre solution, trouver une autre voie et essayer, comme c'est la devise de Teresa Monroe, c'est de transformer les pépins en pépites. Voilà, c'est exactement ça. Et il y avait une question aussi sur les CSAT et NPS. Comment on a vu que ça avait changé et évolué. Alors, sur les enquêtes relationnelles et le général, je ne vais pas me permettre de dire qu'on a vu que la démarche a fait évoluer les NPS et les CSAT, mais déjà, elle a fait prendre conscience des gens en interne qu'il y avait des critères de mesure et qu'il y avait des clients insatisfaits et des clients satisfaits dans les deux sens. Donc déjà, rien que de mettre des chiffres sur des sentiments, ça a déjà été une première démarche. La deuxième chose, je vous l'ai dit, c'est ancré dans notre démarche RSE, avec tout ce que ça sous-entend derrière, c'est-à-dire une obligation de résultat. Pour nous, c'est un critère extra-financier qui est très regardé par la direction générale, mais aussi par les instances extérieures. Et ça va l'être d'autant plus avec la nouvelle CSRD, vous savez, qui arrive. Donc nous, on va évidemment se mettre en conformité avec cette CSRD. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans la CSRD, il y a le SRS S4 qui est dédié à la satisfaction client avec une obligation de la mesure de la satisfaction des utilisateurs finaux. Donc là, on en revient à ce que disait Yannick, on est complètement impacté. Et donc, ce qui était pour nous quelque chose, un must-have, va devenir une obligation liée à la directive européenne. Donc, on est en avance de phase et pour nous, c'est très bien. Alors, bien qu'en tant qu'entreprise B2B2C, c'est extrêmement complexe de mesurer cette satisfaction in fine, mais voilà, c'est une obligation. Non, là où on a vu une vraie différence, c'est ce que Yannick évoquait, c'est sur la mesure des CSAT en transactionnel. Donc Yannick disait qu'à chaque close the case, quand ils ont fermé la demande, il y a un questionnaire qui est envoyé. Ça, c'est extrêmement important. Parce que là, on a vu des CSAT qui sont allés vers le meilleur pour la simple et bonne raison que c'est attaché à la transaction, donc c'est très proche de la problématique du client. Donc là, on est vraiment dans le vrai. Et pour revenir sur ce que Stéphanie disait, sur des thématiques, par exemple, comme la formation du client,
Vous savez, quand nos clients nous disaient on n'est pas content de la formation, nous, on est des industriels. Donc, tout de suite, on se disait oh là là, il faut qu'on refasse le module de formation ou le formateur n'est peut-être pas le bon niveau technique. Mettre en place l'enquête transactionnelle nous a permis de comprendre où était le problème. Et vous l'avez vu, Stéphanie en a témoigné. Le problème, ce n'était pas la qualité de la formation ni du formateur, c'est que les formations étaient trop éloignées des entreprises. Et donc, il leur fallait une journée pour venir se former pendant 2 heures. Et donc, la création d'e-learning, la création de webinars, le fait qu'on ait déporté des centres de formation en région a répondu aux problèmes. Et donc, comme souvent, quand on est industriel, on a tendance à rapporter les problèmes clients aux produits. Là, en l'occurrence, c'était plutôt lié à la logistique autour. Et donc, le fait d'avoir ces enquêtes transactionnelles nous permet de mieux comprendre le problème et d'agir là où ça fait mal. Et quand vous agissez là où ça fait mal, bah, tout de suite, votre CSAT ou votre CES, il s'envole parce que vous êtes vraiment dans le cœur du problème. Voilà. Et puis, Yannick l'a dit, hein, il rappelle tous les détracteurs. Je peux vous assurer, j'ai plus la stat en tête, mais plus de la moitié, quand déjà vous les rappelez, déjà ils vous disent oh non, mais bon, non, mais j'avais dit ça. Mais... Donc, déjà, vous avez un retour au beau, rien que par le téléphone. Alors, je ne vais pas mentir, hein, il y a un bout, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ça va pas, ça va pas. On ne va pas résoudre le problème comme ça, mais le close the loop, enfin on a dit qu'on ne dirait pas close the loop, mais je le dis, le retour vers le client a déjà quelque chose de très vertueux et on le voit directement sur le CSAT et le NPS un peu moins, enfin par ailleurs, mais sur le CSAT c'est évident. Voilà.